Maintenant, alors on va attaquer le deuxième sujet, qui sont les systèmes, je dirais, plus personnels, les AIS, qui, vous, sont un autre produit Navicom. Alors, on va avoir avec la marque, nous, la marque qu'on distribue, hein, on est distributeur pour la France de la marque McMurdo. C'est une marque très connue anglaise qui est connue et reconnue dans le monde entier pour ses produits. Et ils ont développé une gamme de produits AIS. Donc, comme j'ai là, donc on va avoir des récepteurs, on va avoir des récepteurs AIS. On va avoir des transpondeurs AIS. Donc un transpondeur AIS, c'est un émetteur-récepteur AIS. Donc en fait, l'AIS, c'est des informations numériques envoyées par radio, par la VHF. Donc comment ça marche un récepteur AIS ? On a une antenne VHF branchée sur le récepteur. Le récepteur, on peut le brancher, alors après je vais parler un peu technique, mais on peut le brancher de diverses façons. Il y a de l'USB, on peut connecter via la NMEA 183, c'est quelque chose qu'on a standardisé sur tous les lecteurs de cartes, ou la NMEA 2000. Et donc là, on va pouvoir voir sur son lecteur de cartes les positions, les positions hein, des bateaux qui sont transmis par les transpondeurs. C'est pas la plus grande révolution, ça, l'AIS, qui est en fait un traçage permanent. On sait avec ça où on est en permanence. Et vous aussi, sur vos bateaux de sécurité et tout, vous le savez également. Tout à fait. Donc effectivement, les bateaux de la SNSM sont tous équipés, donc les vedettes, je parle, les canots de sauvetage, les plus petits, les semi-rigides, vont être également équipés de systèmes. On est donc équipé d'AIS peut-être un peu plus élaboré dans ce qu'on appelle des AIS classe A, qui permettent de rentrer plus d'éléments. Notamment, on peut rentrer notre port de destination, on peut rentrer pas mal de choses en plus. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire être capable d'envoyer à tous les bateaux autour sa position, sa route, sa vitesse. Et donc ce sont des éléments, si tous les bateaux aujourd'hui avaient ça, on aurait une diminution des accidents qui serait énorme, fantastique, parce que les bateaux autour, qui sont équipés du récepteur AIS, savent par exemple que le bateau qui est aujourd'hui, qu'ils voient dans le brouillard, ou qu'ils ne voient pas du moins dans le brouillard à une certaine distance, ils vont avoir une information, ils vont avoir une alarme, leur appareil va leur dire attention, il y a un bateau qui est en CPA nul. CPA, en fait, c'est le closest point of approach, c'est le point de passage le plus proche. C'est-à-dire qu'il va savoir que quelqu'un est susceptible de lui rentrer dedans dans 10 ou 15 minutes. Donc voilà. Et de ce fait, il peut altérer, il peut changer sa route légèrement, éviter l'accident, passer derrière, et c'est fantastique. Même, on a d'autres utilisations, pas simplement pour la sécurité. La sécurité, bien sûr, c'est important, c'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui, mais il y a aussi une application toute simple. Imaginons, on a un ami qui est en mer, on a prévu d'aller prendre l'apéritif sur son bateau, ce qui peut arriver lorsqu'il fait beau, par exemple, lorsque le bateau va arriver à quai. On ne sait pas où est-ce qu'il est, on se connecte sur Internet. Aujourd'hui, il y a plein de sites qui permettent de visualiser le positionnement des bateaux équipés AIS. Et donc, en connaissant donc le nom du bateau, c'est très facile, on le repère facilement sur la carte sur Internet et on peut le suivre. On se dit, il est à 5 nautiques du port, donc ça ne sert à rien que je me presse pour aller à pied, il ne sera pas là avant 1 heure à peu près. Voilà. Ce sont des éléments quand même assez intéressants. Bien sûr, ce n'est pas la sécurité, c'est vrai, mais pour la sécurité, c'est hyper important. Sur les bateaux de sauvetage, donc canaux de sauvetage de SNSM, on a donc l'émetteur-récepteur AIS, ce qui nous permet d'envoyer à tout le monde notre position. Donc le cross suit en permanence le positionnement de la vedette. Sur la vedette, on a l'information qui est renvoyée également vers des logiciels de navigation. Et on a donc le positionnement de tous les bateaux équipés AIS autour de nous. Je crois qu'on a un schéma, Thomas, qui va rapidement nous expliquer comment fonctionne l'AIS. Tout à fait, on va le voir apparaître derrière nous. Là, tac. Donc, on va parler un petit peu après de la balise, le premier schéma, mais en gros, voilà. On va avoir le bateau qui transmet l'AIS et l'autre bateau qui a soit un récepteur. Donc le premier bateau, il faut qu'il ait un transpondeur pour émettre, bien sûr. Et le bateau suivant qui a un récepteur et qui va voir la vitesse du bateau, quel est ce bateau, le nom du bateau, son cap. On va pouvoir faire ce que disait Jean-Yves, mettre des alertes, c'est-à-dire que si ce bateau rentre dans un cercle de tant de distance autour de nous, on va avoir une alerte. Donc
on traverse la Manche, il y a un trafic incroyable. Les bateaux professionnels sont tous équipés de transpondeurs AIS, donc on peut traverser dans le noir. Les bateaux, mine de rien, ces gros bateaux commerciaux, ils vont vite. Ça nous permet d'anticiper les choses. Ça veut dire, Jean-Yves, que le transpondeur est important, mais que le transpondeur répondeur l'est aussi. Tous les bateaux, combien de bateaux sont équipés? Tu as une idée à peu près du nombre de bateaux de plaisance équipés maintenant avec le système AIS? Aujourd'hui, bateaux de plaisance, entre guillemets, plaisance professionnelle, tous, quasiment, à peu près. Hein. Hier soir, je regardais encore sur le site le positionnement de tous les Figaro qui sont à Port-Lona, là, pour voir un petit peu où ils étaient. Oui. La plupart avaient leurs émetteurs en marche, donc on arrivait facilement à les localiser. Donc tous ces bateaux-là ont un émetteur AIS. Tous les bateaux professionnels supérieurs à 15 mètres ont un AIS, c'est-à-dire que c'est la plus grande majorité en fait, des bateaux de pêche. Même si parfois certains peuvent les couper pour des raisons professionnelles ou autres, mais c'est extrêmement rare. Et puis on a parlé tout à l'heure des VHF, beaucoup de VHF ont des récepteurs AIS, donc ça nous permet... Et les VHF, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'acheter ce boîtier particulier. On peut, en termes de réception uniquement, sur un bateau de plaisance, typiquement, avoir l'élément majeur qui est le système de communication VHF, et sur ce même équipement, avoir le positionnement des bateaux autour de soi. C'est-à-dire que, par exemple, traverser la Manche pour un voilier, ça fait sur le côte nord jusqu'au sud d'Angleterre, 90 nautiques à peu près, on passe le rail où il y a pas mal de navigation. C'est quand même un élément qui aide pas mal le plaisancier. Alors, parfois ça aide, parfois ça fait un petit peu peur, parce que quand on regarde, du coup on se rend compte que ceux qu'on ne voyait pas, ceux qu'on ne voyait pas auparavant, Trans-Horizon, parce qu'on était sur son petit voilier, que la visibilité n'était pas terrible, qu'on avait 2-3 nautiques, on se disait bon, il n'y a pas grand monde autour de moi, je traverse, j'ai pas peur. Et puis là, du coup, on se rend compte que si, on a pas mal de gens qui voudraient bien nous foncer dedans, en termes de route, bien sûr. Ils vont pas nous foncer dedans, c'est vrai, mais on a une information qui est non négligeable, très loin de là. Au contraire, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, toi, tu nous as parlé un peu des AIS fixes qui sont sur les VHF et tout. Maintenant, il y a des balises personnelles, je crois aussi, Thomas. Donc, on a parlé donc des récepteurs AIS, des émetteurs récepteurs AIS, donc classe B. Classe B, ça va être pour la plaisance. Classe A, c'est pour les bateaux pro à partir de 15 mètres. Donc, ça doit suivre une certaine norme. C'est un peu plus évolué comme produit. Voilà. Mais pour la plaisance, ça va être AIS classe B. Et McMurdo a développé une balise, 2 balises même, qui sont très intéressantes. C'est des balises personnelles AIS. Donc, qui vont envoyer un man overboard, un homme à la mer AIS. Donc, comment ça marche? C'est simple. Sur les balises AIS, on a un petit numéro d'émission de 9 chiffres qui commence par 279. Donc 279, c'est le numéro qui correspond au MOB AIS. Dès l'instant où on va déclencher cette balise, alors c'est simple, hein, on retire le loquet, tac, on tire, ça démarre. Alors, je crois que là, effectivement, tu as fait des actions manuelles qui ne peuvent pas être faites par quelqu'un qui tomberait à l'eau inconscient, mais ça, c'est fait automatiquement donc, lorsque le système est monté sur le fameux gilet de sauvetage. Voilà, on peut monter. Alors, je vais poser mon micro juste 2 secondes. En fait, c'est un système, donc là, Thomas nous a montré comment le déclencher à la main, si on était encore conscient. C'est un système qui se déclenche également en automatique. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on prend un coup de baume, on tombe à l'eau, on est inconscient, le jet de sauvetage va se gonfler et lui va se déclencher automatiquement. Comment ça marche en fait? On a, montre-le à la caméra, on a la balise qui est dans le gilet, à l'intérieur du gilet, fixée sur le petit tube. Et la base de la balise, avec ce petit bout, est accrochée sur la base du gilet. Et quand la partie gonflable va prendre du volume, ça va tirer sur le petit loquet et ça va se déclencher tout seul. Ça, c'est un outil aussi de sécurité fantastique. Superbe, et superbe. Je crois que toi, tu as eu l'occasion de les tester. Oui. Voilà. Oui, donc on a testé effectivement, on a testé donc les 2 modèles de balises que Thomas nous présente. Donc on a ce premier modèle là, et on a également un deuxième modèle qui est prévu pour les plongeurs. Voilà, donc ça c'est une seconde. Alors cette balise AIS S20, elle va pouvoir aller jusqu'à 20 mètres sous l'eau. Bon après, quand c'est sous l'eau, bien sûr, ça n'émet pas. Hein. Mais pour les plongeurs, McMurdo a développé une balise, la S10, qui elle va jusqu'à 60 mètres sous l'eau. On est en plongée, on dérive, il y a du courant,
on se décale, on sort. Quand on revient à la surface, eh ben, on peut déclencher sa balise. Il y a un petit flash et puis donc comment ça se go. C'est vrai que ça c'est quelque chose. Effectivement, on peut pas dire que ce soit obligatoire, mais si les plongeurs qui font des plongées en dérive l'avaient, ça serait énorme en termes de recherche. On a eu, nous, à Plouguerneau, et puis même dans beaucoup d'autres stations en France, des cas réels où on a dû intervenir pour récupérer des plongeurs en difficulté. Je me souviens d'ailleurs très bien d'un cas qui s'est produit il n'y a pas très longtemps chez nous, à Plouguerneau, où on a 2 plongeurs donc, qui étaient, entre guillemets, disparus. Donc le Cross-Corsen nous a appelés, nous a fait appareiller. Sur zone, il y avait un avion des douanes, il y avait 5 bateaux de recherche. Les conditions météorologiques étaient bonnes en termes de visibilité. La mer était 3 à peu près maximum, donc ce n'était pas des mauvaises conditions. On a mis beaucoup de temps à retrouver ces 2 plongeurs qui étaient à la dérive. Ces 2 plongeurs, en fait, un plongeur qui dépasse hors de l'eau, c'est en fait ni plus ni moins qu'une cagoule noire ou bleu marine. C'est-à-dire que niveau visuel... On ne le reconnaît pas, quoi. Niveau visuel, on ne voit rien du tout. Ces gens-là, je ne dirais pas que c'était des inconscients, parce que je n'irai pas jusque-là, mais... Ils n'ont pas pensé à attirer leur attention en gonflant. Ils avaient des gilets de parachute de plongée. Ils auraient pu attirer leur attention, ils ne l'ont pas fait. S'ils avaient eu ce type d'équipement, c'était extrêmement facile. On avait l'information, on allait directement sur eux, on les récupérait, on les sauvait. Là, on les a récupérés. À mon humble avis, on était à la limite de... Si on les avait perdus, enfin, si on n'avait pas pu les retrouver cette fois-là, de toute façon, on serait resté le temps qu'il fallait pour les retrouver. On aurait tout mis en œuvre, on les aurait retrouvés forcément. Ils étaient bien équipés, donc ils auraient tenu par rapport à la température. Mais malgré tout, si la nuit était tombée, si les conditions de visibilité avaient diminué, on aurait eu des difficultés majeures. Le risque était qu'à ce moment-là, on était à l'étal de basse mer, que la marée montante venait, et que la seule option pour eux ensuite, c'était de partir, de prendre la Manche. Et la Manche, c'est énorme. C'est-à-dire que repérer une petite tête qui fait 20 cm de diamètre, noire en Manche, c'est paradoxal que ce petit outil ne soit pas encore un peu obligatoire, Thomas. Alors, il faut savoir que on parlait de course Figaro, on parle de route du Rhum. Il y a eu la route du Rhum. Pour ces courses-là, par exemple, les coureurs sont obligés d'avoir des balises comme ça. Faut se dire qu'une balise comme ça, je donne un exemple, on traverse, même sans faire de la course, on traverse l'Atlantique avec sa petite famille sur un catamaran de croisière. Il fait nuit, il y a une veille, il y a un enfant qui part, qui sort, qui a trop chaud, hop, un petit coup de vague, il tombe dans l'eau, elle est par exemple dans le gilet, elle va se déclencher automatiquement, et là, le bateau, les parents, ils vont pouvoir venir chercher leur enfant tout de suite parce qu'ils auront sa position exacte. Et si c'est dans le noir ou s'il y a de la mer, bah, ils vont le localiser par eux-mêmes tout de suite parce qu'il faut intervenir rapidement. C'est hyper important. Xavier, tu as une question toujours pour l'AIS, donc c'est une question de Arwen 56 là, qui est dans le Morbihan. Et eux, à bord, ils utilisent maintenant une tablette sans fil, style un iPad. Est-ce que, Thomas, il existe un moyen pour pouvoir récupérer les informations? Alors, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai parlé des émetteurs et récepteurs AIS. Donc, chez McMurdo, il y a un émetteur récepteur AIS Wi-Fi. Donc, qui va envoyer les informations AIS Wi-Fi. Bien sûr, après, il faudra une application qui permet de récupérer, après il y en a qui existent, qui permet de récupérer les informations AIS en Wi-Fi via la tablette. Mais oui, c'est possible. Donc, on a ces outils-là. On a parlé d'émetteurs-récepteurs AIS classiques, mais chez McMurdo, donc il y a l'émetteur-récepteur Wi-Fi et il y a aussi un récepteur AIS qui s'appelle le M15S, qui est un récepteur AIS avec un splitter. J'ai parlé de splitter tout à l'heure pour les VHF, pour faire le twist entre VHF et l'AIS. Et là, ça sert à pouvoir l'installer en gardant son antenne VHF. Voilà. On a fait le tour un petit peu sur la balise AIS, qui est la balise individuelle, on dirait proche des côtes ou proche d'un bateau, en tous les cas, quand on n'est pas tout seul. L'AIS, donc, c'est le système d'émission VHF. Donc, voilà. On est dans la portée VHF. Un petit élément complémentaire d'information, Thomas, sur donc, cette balise pour plongeurs, qui est quand même très intéressant. Oui. Tu en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, Thomas, c'est qu'elle a aussi
un flasheur à l'intérieur. Voilà, il y a un petit flash. Donc là, on ne va pas la déclencher. Alors, de toute façon, c'est vrai que ce flash, si on le met en œuvre ici, devant nous, bon, on va trouver qu'il est faible. On parle dans le noir. La réglementation, c'est 2 candélas. 2 candélas, c'est simplement 2 bougies allumées, hein, pour résumer. On se dit que c'est faible. Alors, c'est pas si faible que ça, parce qu'il faut savoir également que tous les bateaux de la SNSM sont équipés de jumelles intensification de lumière. Puisqu'on a la chance, à la SNSM, d'avoir un sponsor majeur qui est, pour ne pas le citer, Total. Un grand merci d'ailleurs à Total, parce que tous les équipements, les tenues et autres, c'est Total qui les paye. Donc ça, c'est quand même énorme. On est super équipé en termes d'équipement, grâce d'ailleurs aussi à des gens très compétents à Paris, qui sont chargés de faire le choix du matériel, de vérifier que le matériel est le bon. Voilà. Mais donc, cette petite lumière on vous a rentré cette balise Navicom dans votre matériel, à vous? Alors, pas tout à fait. Il faudrait le faire. Il faudrait demander à Total quand même de rentrer les outils Navicom dans votre matériel de sécurité. Alors, ce qu'on voudrait, effectivement, c'est que quelque part, on oblige les plongeurs qui font des dérives de nuit, par exemple, à avoir... Normalement, ils ont un feu. Ils ont tous un feu, donc il n'y a aucun problème. Et nous, ce petit équipement avec des jumelles d'intensification de lumière, de nuit, c'est quelque chose qu'on va visualiser facilement, aller à 5-6 nautiques. On a évoqué les prix de ces balises individuelles. Balises S20, S10, elles ont exactement le même prix, 269 €. Donc j'en reviens, 300 €, la plus belle des VHF, 260 € la balise AIS. Ça vaut le coup quand même, hein, de penser un petit peu à votre sécurité. Alors ça, on a fait le tour. Moi, ce que j'ai compris, on est... soit à portée d'un bateau très au large, soit à portée de la côte et tout, on a les outils.